Ravi de vous retrouver et de repartir pour un nouveau cycle. Hein. On a fait 8 conférences jusqu'à présent et là, la 9e, c'est l'engagement d'un nouveau cycle qui correspond à mon nouveau livre, L'univers millefeuille. Je vous expliquerai pourquoi c'est un millefeuille. Grosso modo, je vous rappelle que le premier livre, c'était en fait une histoire. C'est l'histoire naturelle qui part du Big Bang et qui arrive à l'homme. Et au cours de cette histoire, nous avons vu beaucoup de phénomènes. Certains s'expliquent par la physique, comme une étoile, par exemple, on l'explique assez bien par la physique. Certains, au contraire, ne s'expliquent pas facilement parce qu'ils sont trop complexes. Et l'exemple type, c'est un être vivant. C'est Einstein qui disait, si vous voulez avoir un sentiment des limites de la physique, pensez simplement à un être vivant. Et c'est vrai qu'on a dû inventer d'autres sciences parce que la physique n'expliquait pas les êtres vivants, mais vous verrez à travers ces conférences qu'elle n'explique pas beaucoup d'autres phénomènes qui ne sont pas des êtres vivants, mais qui sont très compliqués. Et se pose derrière tout cela une question, c'est comment la nature s'y prend-elle pour fabriquer des choses aussi complexes que des galaxies, que des étoiles, des planètes comme la Terre et des êtres vivants, des sociétés. Comment la nature s'y prend-elle pour fabriquer tout ça à partir de presque rien? Presque rien, c'est les 10-12 particules qui composent l'univers. Bien, ces 10-12 particules arrivent à faire des choses absolument incroyables, dont vous et moi. Eh bien, c'est cela le thème de ce nouveau livre, c'est quelles sont les recettes de la nature. Ces recettes, je les avais appelées les clés d'ailleurs. Dans les clés secrètes, ça faisait déjà allusion au fait qu'il y a des clés à comprendre si on veut comprendre comment fonctionne la nature. Nous allons voir maintenant comment se fabrique la complexité un peu partout. Et les exemples sont une myriade parce que vous verrez que je choisirai des exemples aussi bien dans la physique des particules que dans les sociétés, Internet, l'être vivant, la sélection naturelle, etc., etc. Donc, comme dans le premier livre, nous couvrirons tout, mais sous une forme plus thématique, c'est-à-dire que je vais vous déceler les secrets de la nature pour fabriquer tout ça. Enfin, une partie des secrets, parce qu'on est très loin de tous les comprendre. Donc, nous verrons comment la nature s'y prend et il y aura 2 mots qui reviendront tout le temps. C'est émergence. Émergence, c'est comment quelque chose de complexe se produit tout seul. Et auto-organisation, qui est un peu la même idée, c'est-à-dire que la nature s'auto-organise. Alors, quand je dis s'auto-organise, comprenez-moi bien, je n'exclus pas que tout cela provienne d'une origine divine. Je dis simplement que, autant que je puisse voir moi depuis le Big Bang, dans cette partie-là de l'histoire, eh bien, je vois les choses s'organiser par elles-mêmes et d'une façon tout à fait surprenante que je vous dévoilerai. J'ai intitulé cette conférence « Un périple dans les échelles ». Effectivement, vous avez l'habitude de voyager dans l'espace quand vous partez en vacances, vous avez l'habitude de voyager dans le temps quand vous lisez un roman, mais vous n'avez pas l'habitude de voyager dans les échelles, c'est-à-dire de partir vers l'infiniment petit ou de partir dans l'infiniment grand, ce que nous allons faire à la vitesse de la lumière. Nous allons donc, pendant tous ces cycles de conférences, passer, et ce sera un peu déroutant parfois, passer des toutes petites échelles, l'échelle de la cellule, l'échelle des particules, aux grandes échelles, les milliards d'années-lumière du cosmos, etc. Et donc, j'ai pensé que ce premier chapitre, il faudrait le consacrer aux échelles pour que vous ne soyez pas trop déroutés plus tard quand on va sauter de l'une à l'autre. Qu'est-ce que j'appelle les échelles? Ce sont les dimensions. Les petites dimensions dans un extrême, les grandes dimensions dans l'autre, et tout ce qu'il y a au milieu. Alors, commençons par cela. Quelles sont les échelles, les dimensions donc, que vous voyez avec vos yeux, en l'absence d'instruments? Eh bien, en l'absence d'instruments, disons que vous pouvez déceler l'épaisseur d'un cheveu, 1/10 de millimètre, un petit insecte, vous pourrez le voir si vous avez bonne vue ou peut-être en mettant vos lunettes. Ça, c'est le plus petit. Et le plus petit, ça fait 1/10 de millimètre. 1/10 de millimètre, c'est 1/10 millième de mètre.
Et comme nous allons prendre le mètre comme étalon, eh bien, ça fait un 10 millième. Et un 10 millième, c'est 10 puissance moins 4. Vous allez voir pourquoi j'utilise les puissances de 10. Donc, un 10 millième de mètre, c'est ce que vous pouvez voir de plus petit avec vos yeux. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez de plus grand? Au loin, vous allez voir une montagne, et disons qu'elle se situe à 10 km. C'est ce que vous verrez de plus grand. Et ça fait 10 km. 10 km, c'est 10 000 mètres. Voilà. Donc, 10 000 mètres, c'est 10 puissance 4 mètres. Eh bien donc, nous allons passer d'une échelle à l'autre en utilisant non pas des mètres, mais en utilisant une échelle logarithmique. Alors, oubliez tout de suite ce mot barbare, c'est très simple à comprendre. Au lieu de dire 1 cm, 2 cm, nous allons faire des multiplications par 10, c'est-à-dire 1 mètre divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10, ou 1 mètre multiplié par 10, multiplié par 10, multiplié par 10. Ça, c'est une échelle logarithmique, parce qu'on multiplie au lieu d'additionner. Eh bien, si je reviens à votre champ visuel actuel, avec de bonnes lunettes, vous voyez de 10 puissance moins 4 mètres, un cheveu, un insecte, jusqu'à 10 puissance 4, une montagne. Voilà votre champ de vision. Et toutes ces multiplications par 10, on a un autre terme que j'utiliserai de temps en temps, on appelle ça les ordres de grandeur. Chaque fois qu'on multiplie par 10, on passe à un nouvel ordre de grandeur. Vous voyez, il y a l'ordre de grandeur du mètre, l'ordre de grandeur du décimètre, l'ordre de grandeur de 100 mètres, etc. Ce sont des ordres de grandeur et on utilisera ce terme. Donc, vous avez, pour résumer, avec votre vision naturelle, vous avez 8 ordres de grandeur accessibles. C'est votre champ de vision. Maintenant, au XVIIe siècle, on a inventé à la fois les lunettes astronomiques et les microscopes. C'est arrivé à peu près en même temps pour une raison qui est évidente, c'est que ça utilise des lentilles. C'est la même chose, hein, finalement. Et donc, Galilée a été le premier à s'emparer d'une lunette pour commencer à observer. Il a pu voir Jupiter, il a même observé que Jupiter avait des lunes, et il a pu observer les anneaux de Saturne. Enfin, il a découvert énormément de choses sur le système planétaire, alors qu'avant, on voyait des petites lucioles traverser le ciel, quoi. Et à partir de ce moment-là, aussi, les microscopes ont commencé à être utilisés. À partir de ce moment-là, notre champ visuel a commencé à s'élargir. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui avec la technologie du XXIe siècle? Au lieu de 8 ordres de grandeur, c'est-à-dire 8 multiplications par 10, nous avons 45 ordres de grandeur de champ visuel avec nos instruments. Alors, quelles sont les dimensions les plus petites et les plus grandes que nous voyons? Les plus petites, on les décèle, c'est la physique des particules, hein, on les décèle dans les accélérateurs de particules. Et le plus puissant d'entre eux se trouve à Genève, c'est le LHC. Et au LHC, eh bien, nous allons voir dans un instant les dimensions qu'on peut observer, c'est très petit. Ce sont les plus petites. Vous avez ici une photo d'un des appareils du LHC, c'est absolument monstrueux, hein. Cet engin est absolument gigantesque, il a dû coûter 7 milliards d'euros. Voilà, c'est là qu'on discerne les distances les plus petites. Et les plus grandes, je vous ai mis une photo que nous avions déjà vue avant, qui est la photo du rayonnement cosmique. Le rayonnement cosmique, il se situe à 13,8 milliards d'années de nous. Et donc, si vous voulez, ça représente la plus grande distance que nous puissions voir. C'est grosso modo la distance qui nous sépare du Big Bang à la vitesse de la lumière. Voilà les deux images, si vous voulez, qui sont les extrêmes, la particule et l'univers au moment du Big Bang. On peut étager toutes les dimensions depuis le début jusqu'à la fin. Alors, ça me rappelle une vidéo extraordinaire qui était sortie dans les années 68 où on voyait un jeune couple qui déjeunait devant le lac de Michigan, je crois, et on les voit donc, et tout d'un coup, depuis le ciel, on fait un zoom arrière,
et on les voit de plus en plus petits. On voit le parc où ils sont. On continue à monter comme si on était dans une fusée. Et là, on voit la ville de Chicago. Et puis, on continue à monter. On voit les États-Unis. On voit la Terre. Puis, on continue. On voit les autres planètes. On continue. On arrive dans les galaxies, etc. Et quand on est arrivé là, zoom avant. On repart dans l'autre sens, on commence à revoir la Terre, on commence à revoir le Michigan, etc. Et on arrive sur le jeune couple en question, et la caméra se pose sur sa main. Et là, on continue le zoom avant, et on commence à voir ces vaisseaux, et puis on entre dans ces cellules, et puis on arrive aux particules, et on voit les électrons, puis on arrive aux protons, et on arrive aux quarks. Et ensuite, zoom arrière et on revient au Michigan. Eh bien, vous voyez, cette échelle que je vous montre là, cette grande étendue, c'est tout ce qui existe à toutes les dimensions. Alors, je vous disais que je vous parlerai de la plus petite dimension. Vous la voyez là, c'est 10 puissance moins 19. C'est au niveau des quarks, si vous voulez. Et cette limite-là, eh bien, je vous rappelle ce que ça veut dire, 10 puissance moins 19, c'est-à-dire que par rapport à notre taille à nous, il faut diviser par 10, 19 fois, 19 ordres de grandeur. Et dans les plus grandes dimensions, la photo du Big Bang, où là, on est dans les 10 puissance 26 mètres, on multiplie par 26. Alors, il y a déjà une chose un petit peu étonnante, c'est que vous voyez que l'homme se situe un petit peu au milieu. Alors, on peut se dire, tiens, c'est pas mal, on est tombé au milieu de ce paysage. Bon, moi, je crois que c'est beaucoup plus prosaïque. Si nous sommes au milieu, c'est parce que nos instruments vont aussi loin vers l'infiniment petit qu'ils vont vers l'infiniment grand. Donc, c'est simplement nos instruments qui font que nous voyons à peu près la même chose dans les deux directions. Après tout, c'est comme l'œil, puisque je vous disais, pour l'œil, il faut multiplier 1 mètre par 10 000 pour voir une montagne et diviser par 10 000 pour voir l'épaisseur d'un cheveu. Donc, c'est ça qui fait qu'on est au milieu, mais il ne faut pas y donner à cela une importance particulière. Mais ce qui est important, et là, je vais introduire ce terme de fractal qui est sur le titre de ma conférence. Ce qui est important, c'est que tout cet étagement des échelles est densément rempli. C'est-à-dire que, quelle que soit l'échelle que vous preniez, que vous mettiez la caméra à l'échelle du proton ou que vous la mettiez à l'échelle de la galaxie, c'est plein de choses. À chaque échelle, vous avez plein de choses. C'est ce que j'appelle densément rempli. Donc, ces choses, qu'est-ce que c'est? Si on parle du plus bas, les particules, les protons qui sont déjà des assemblages de particules, les atomes qui sont des assemblages, etc., les cellules, l'homme. Ensuite, vous avez la Terre, les astéroïdes, les autres planètes, tout ce que vous voulez, le système solaire. Vous avez plein d'autres systèmes solaires dans le cosmos. Vous avez les amas cellulaires, vous avez des galaxies partout. On en voit 300 milliards autour de nous. Et vous avez finalement cette photo de l'univers entier à ses débuts, le Big Bang. Vous voyez donc, quelle que soit l'échelle où vous vous mettez, tout est rempli. Soit rempli d'objets, soit rempli de phénomènes. Une supernova, ou sur Terre, un orage, ou un typhon, etc. Une guerre en Ukraine. Vous avez ainsi des phénomènes et des objets partout, ce que je résumerai en disant « il se passe toujours quelque chose aux Galeries Lafayette ». Eh bien, c'est la première caractéristique d'un fractal, ce qu'on appelle un objet fractal. Je vais vous en donner plus d'exemples. Mais un objet fractal, il est subdivisé dans toutes les dimensions, il se subdivise en permanence. Donc, vous pouvez zoomer vers le haut, zoomer vers le bas, vous voyez toujours quelque chose. Voilà ce qu'est un fractal. La deuxième chose, je l'ai dit, deuxième caractéristique, c'est que tout ça se fractionne. C'est-à-dire que l'univers se fractionne en galaxies, les galaxies se fractionnent en étoiles, la Terre elle-même se fractionne en rochers et maintenant en forêts et en animaux. Ensuite, vous avez l'homme qui lui-même se fractionne en cellules.
Les cellules se fractionnent en molécules, les molécules en atomes. Je n'ai pas tout mis, hein, j'ai simplement mis quelques exemples là, mais tout est fractionné et chaque niveau repose sur le précédent. Alors là, vous commencez à comprendre pourquoi je parle d'un univers millefeuille. C'est parce que vous avez des feuillets en permanence, le feuillet des étoiles, le feuillet des planètes, le feuillet des êtres vivants, et tous ces feuillets reposent sur le feuillet précédent. Il y a donc une montée vers la complexité, mais elle ne se fait pas en continu, elle se fait par des inventions. Ces inventions, c'est ce que j'appellerais l'émergence, émergence des particules, émergence des atomes, émergence de la cellule, tout ça émerge en partant du bas. C'est donc la deuxième caractéristique d'un fractal. Et il y a une autre caractéristique qui n'est pas obligatoire dans un fractal, mais qui est souvent rencontrée, c'est ce qu'on appelle l'autosimilarité. C'est-à-dire que vous avez des objets vers le haut, là-haut, qui ressemblent à des objets vers le bas. C'est-à-dire qu'on retrouve certaines formes, vous voyez. Alors, je vous donne tout de suite des exemples. Une galaxie spirale, ça ressemble beaucoup à un cyclone. Au centre d'un cyclone, vous avez l'œil du cyclone. Et qu'est-ce que vous avez au centre d'une galaxie? On sait maintenant qu'il y a un trou noir, un très gros trou noir au centre de toutes les galaxies. Donc, vous voyez, une galaxie, ça ressemble beaucoup à ça, et il y a un trou au milieu. Un vortex dans l'eau, c'est-à-dire un remous, c'est pareil, ça donne la même forme de spirale, et parfois il y a un trou au milieu, le lavabo ou bien le trou du maelstrom. Donc vous voyez, ce sont des objets qui ne sont pas du tout à la même échelle, et pourtant qui rappellent l'un l'autre. Un système planétaire, ça ressemble à un atome. On a d'ailleurs essayé de décrire l'atome comme cela, comme des objets qui tournent autour d'un noyau, et on n'y est pas arrivé. C'est ce qui a mené à la mécanique quantique. Mais tout de même, ça ressemble, ça évoque un système planétaire. Un nuage cosmique, eh bien, ça ressemble beaucoup à un nuage sur Terre. Alors, il y a une très belle photo que je sortirai tout à l'heure du nuage de Magellan, qui a été prise il y a quelques semaines par le télescope James Webb, absolument superbe photo, que vous pouvez trouver sur Internet en tapant nuage de Magellan. Eh bien, ça ressemble à un nuage terrestre, tout à fait. Pourtant, ce n'est pas la même chose, c'est dans l'espace, ce sont des poussières, ça n'est pas dans l'air comme un nuage terrestre qui est fait de gouttelettes d'eau. C'est totalement différent, et pourtant ça ressemble beaucoup. Un astéroïde, c'est un caillou, vous avez vu, quand on les voit, on a vraiment l'impression d'un caillou. Un arbre, ça ressemble beaucoup à un neurone. Je vous avais présenté le neurone dans une de mes conférences. Le neurone, il ressemble beaucoup à un arbre, il a un tronc, il a des feuilles qui partent dans tous les sens, ce sont les dendrites et les synapses. Et en bas, il a des racines qu'on appelle l'axone. Et donc, ça ressemble finalement à un arbre. Et puis, je donne un dernier exemple. L'amibe, vous savez, c'est une cellule molle qui avance en déformant sa membrane, en collant aux objets. Eh bien, ça ressemble à une méduse. Et pourtant, c'est beaucoup plus petit. Alors voilà les trois caractéristiques d'un fractal. Un objet fractal, c'est un objet qui est rempli à toutes les échelles, qui se fractionne, c'est-à-dire que chaque partie repose sur la précédente, et finalement dans lequel on observe souvent de l'autosimilarité. Alors voici des exemples de fractal. Le mot a été inventé par un mathématicien qui s'appelle Benoît Mandelbrot, qui avait d'ailleurs appris ces choses-là déjà de son professeur Julia à l'école polytechnique, et c'est là que sont nés les fractales. Alors lui, c'est un mathématicien, alors il ne s'est pas intéressé aux fractales naturels, il s'est intéressé à des fractales mathématiques. Et vous avez ici un exemple de ce qu'on appelle un ensemble de Mandelbrot, qui est d'une complexité inimaginable. Je vous engage à prendre sur Internet un écran comme ceci en grande dimension d'un ensemble de Mandelbrot et de le regarder et de zoomer dessus. Vous voyez que sur cet exemple, vous avez une spirale.
vous voyez une grande spirale. Mais aussi, vous voyez que cette spirale est faite de spirales. Et bien évidemment, si vous zoomez sur une de ces spirales, elle est faite de spirales. Et elle est d'ailleurs très exactement la même chose que l'image que vous avez sous les yeux. Donc vous avez à toutes les échelles la même image qui revient. Ça, c'est un magnifique fractal. C'est d'une complexité incroyable quand vous regardez cela. Et pourtant, ce fractal repose sur une équation qui est plus simple que celle du théorème de Pythagore. Alors, je ne vous donne pas l'équation, mais elle est plus simple que celle du théorème de Pythagore. Je ne vous la donne pas parce qu'elle est faite en nombres complexes et un peu difficile à interpréter. Mais c'est une équation extrêmement simple qui donne cet univers extrêmement complexe. Et ça, c'est un secret de la nature, vous voyez. C'est un secret que vous trouvez dans les mathématiques, déjà. C'est que quelque chose de très, très simple peut fabriquer une complexité quasiment infinie. Ce n'est pas toujours vrai, hein. Si vous faites 1 plus 1 égale 2, c'est très simple, il n'y a pas de complexité. Mais en mathématiques, on trouve cela. Alors, je vais vous donner maintenant des exemples dans la nature. Il y en a énormément parce que c'est une des clés secrètes, justement, de la nature, c'est d'utiliser les fractales dans beaucoup de cas. Soit elles les utilisent, soit ça se fait tout seul. Et le premier exemple que je vais vous donner, il se fait tout seul, c'est la côte bretonne. Alors, vous l'avez peut-être fait, je vous engage à le faire si vous ne l'avez pas fait, mais c'est de marcher sur le chemin des douaniers sur la côte bretonne. Alors, moi, je l'ai fait sur la côte sud et je prends cet exemple pour vous expliquer que la côte bretonne, c'est un magnifique fractal. Alors, comment je vais vous l'expliquer? Je vais vous l'expliquer par quelque chose d'étonnant. Si vous me dites, ah, très bien, tu as fait la côte bretonne, il y a combien de kilomètres? Eh bien, je vais être très embêté pour vous répondre, parce que la côte bretonne n'a pas de longueur, ou plus exactement, elle a une longueur qui dépend de la finesse de votre analyse. Alors, par exemple, si au début de mon voyage, je prends une carte routière et je regarde la longueur de la Bretagne depuis Quimper jusqu'à Vannes, ou de Brest à Vannes, je vais regarder sur la carte, je vais voir 150 km de route. Donc, vous voyez, ma première réponse, je vais vous dire, si je vois les choses grossièrement avec une carte routière, c'est 150 km. Oui, mais je ne vais pas suivre l'autoroute, évidemment. Je vais suivre les routes, peut-être. Alors, si je suis les routes, je vais prendre des cartes déjà régionales. Et sur une carte régionale, je vais mesurer les routes qui longent la côte. Et là, je ne vais pas trouver 150 km, je vais trouver 350. Donc, à votre question, je vais répondre 350. Ce n'est pas 150, c'est 350. Oui, mais vous allez me dire, mais tu ne vas pas rouler tout le temps en voiture, tu vas marcher. Ah oui, je vais marcher. Alors, je vais prendre une carte régionale et je vais regarder le fameux chemin des douaniers. Et si je regarde le chemin des douaniers et que je le mesure avec grande précision, avec, je crois que ça s'appelle un curvomètre, un appareil qui sert à mesurer la longueur des courbes. Si je fais ça patiemment, je vais trouver 800 km. Mais si je suis, par exemple, un petit lapin qui voudrait faire toute la côte, alors lui, ce n'est pas 800 km qu'il ferait, c'est 3500 km. Vous voyez? Alors, on peut continuer presque à l'infini, c'est-à-dire qu'après, je peux vous dire, ah oui, mais si c'est une petite crevette qui est dans l'eau et qui est au bord, ou un petit crabe, ça va être encore plus. On peut descendre comme ça, non pas à l'infini, mais on peut aller jusqu'aux molécules. Eh bien, vous voyez, une caractéristique de la côte bretonne, c'est que si vous me demandez sa longueur, je suis bien embêté pour vous répondre. Tout simplement parce que sa longueur, elle dépend de la finesse, elle dépend de l'échelle finalement, hein, je reviens à ce mot échelle, à quelle échelle on la regarde. Et il y a un nom en physique pour cela, c'est ce qu'on appelle le grain. On dit voir à gros grain ou voir à petit grain. Donc à gros grain, vu de loin, la côte bretonne fait 150 km, à petit grain, à grain fin, on dit,
elle fait 3500 km ou plus. Voilà ce qu'est un fractal. Alors là, je vous ai illustré la pointe de Crozon, là, qui paraît toute simple dans la loupe, mais quand on la regarde de près, elle est complètement déchiquetée, exactement comme le reste de la côte de Bretagne. Et quel que soit le zoom que vous preniez, vous verrez tout le temps cette côte déchiquetée. Alors, à quoi ça tient? Ben, c'est simple, c'est simplement parce que cette côte, c'est du caillou qui est attaqué par l'eau. Et c'est l'attaque permanente de l'eau dans le caillou qui crée des anfractuosités. Certaines sont de grandes anfractuosités comme la baie de Bénodet, et d'autres sont, ou la baie de Brest, et d'autres sont de toutes petites anfractuosités à l'échelon presque moléculaire. C'est donc l'attaque permanente de l'eau qui fabrique une structure fractale. Voilà pour cet exemple, mais je vais vous en donner d'autres parce que c'est omniprésent dans la nature. On est là vraiment déjà dans les clés qui permettent à la nature de fabriquer la complexité. Donc, on est vraiment au cœur du sujet de mon livre. Alors, le magnifique exemple, le plus beau, et je suis personnellement en admiration devant cela à chaque fois que je fais le marché, c'est quand on tombe sur des choux romanesco. Le chou romanesco est un superbe fractal qui est mathématique d'ailleurs, et qui est qui a la forme d'une pyramide en pointe, une espèce de cône en pointe. Mais quand vous regardez ce cône, il est fabriqué d'autres cônes en pointe. Et quand vous prenez un des autres cônes comme celui-là, il est fabriqué d'autres cônes en pointe comme celui-là, qui lui-même est fabriqué d'autres cônes, etc., etc. Alors on se dit, mais c'est merveilleux quand même, cette complexité, comment est-ce possible? Comment la nature, comment la nature peut faire quelque chose de ce type-là? Alors je vais vous donner le secret, et vous allez voir qu'il est très simple. De la même façon que l'ensemble de Mandelbrot se fabrique avec une équation rudimentaire, le chou romanesco se fabrique avec une recette absolument élémentaire. Alors je vous explique la recette. Les cellules se divisent. Quand le chou romanesco croît, il y a des divisions cellulaires. Alors, vous avez un endroit, par exemple, où vous avez 3 cellules, et une de celles-là se divise. Quand cette cellule se divise, elle ne sait pas où se mettre, parce qu'elle ne peut pas se mettre à la place des autres. Et puis, elle ne peut pas non plus se mettre très loin, parce qu'elle est collée aux autres. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va, par rapport à un triangle, au triangle des 3 autres, elle va se mettre vers le haut ou vers le bas, et ça va faire un tétraèdre. Là, elle a trouvé sa place, elle va s'installer là. Et puis, quelques minutes après, vous avez une autre des cellules qui se divise. Ça fait une cellule de plus. Elle va se demander où elle va se mettre. La place est déjà prise au-dessus, mais au-dessous, il y a une place libre. Alors, elle va prendre cette place. Et ensuite, vous avez d'autres cellules, et c'est ce jeu de construction qui fait que chaque cellule va trouver une place optimum. Alors, ça serait difficile de vous expliquer la géométrie exacte du truc, mais c'est purement géométrique. Elle va toujours trouver une place qui est décalée d'un certain angle, et ça fait ces espèces de spirales du chou romanesco. Parce que si vous le regardez de près, vous voyez aussi que ça fait des spirales. Et c'est des spirales qui montent et qui font ces pointes. Donc, c'est très, très simple. C'est la cellule qui n'a aucun cerveau et qui n'a jamais fait de mathématiques. C'est la cellule qui elle-même trouve cette position. Les cellules des plantes sont d'ailleurs mathématiciennes parce qu'elles utilisent largement le nombre d'or, déjà, et aussi la suite de Fibonacci. C'est une suite mathématique qu'on retrouve surtout dans l'implantation des feuilles le long d'une tige. Le long d'une tige, les feuilles se mettent selon une progression qui est la suite de Fibonacci. Voilà, alors j'arrête sur cet aparté, mais le résultat est là. Voilà, c'est magnifique, c'est très beau, c'est très complexe, et ça part d'une règle extrêmement élémentaire. Je vous donne un autre exemple très simple, c'est l'arbre et les branches. Quand vous avez un arbre de 30 mètres de haut, vous coupez une petite branche de disons 1 mètre, et vous la mettez dans un pot comme une fleur, et bien vous avez un arbre. Quand vous prenez la petite branche d'un grand arbre de 30 mètres, vous avez un arbre en petite dimension. Ça fait un petit peu un bonsaï, si vous voulez.
Eh bien, c'est la même chose, c'est ce qu'on appelle l'autosimilarité. L'arbre se développe à partir d'un tout petit individu. Il grandit, il grandit, il grandit, et en fait, en grandissant, il développe toujours la même chose. Il n'a pas tellement d'imagination, hein, c'est toujours la même chose, c'est toujours des bourgeons qui refont d'autres branches, etc. Et tout ça se fait un petit peu comme le chou de Romanesco, avec des règles, somme toute, très simples. Et pourquoi l'arbre se développe comme ça? C'est pour maximiser sa surface de feuilles. Ben oui, puisque l'arbre vit en consommant l'oxygène, il a besoin de ramifier à l'infini ses branches pour maximiser la surface de feuilles. Quand je dis qu'il vit de l'oxygène, il vit aussi des minéraux dans la terre. C'est pourquoi, sous terre, vous avez aussi un magnifique fractal qui sont les racines. Grosses racines, racines moyennes, petites racines, radicelles, etc. Tout ça se ramifie et descend dans la terre dans une distance qui est en général à peu près équivalente à celle des feuilles. Et c'est un second fractal. Il y a un fractal vers le haut, un fractal vers le bas. Et grâce à ça, l'arbre maximise en haut son contact avec l'oxygène et dans la terre son contact avec l'eau et les minéraux. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de fractales dans la nature, c'est parce que c'est une recette magnifique quand on veut maximiser un phénomène, et le phénomène, c'est souvent une surface de contact. Alors, je vais vous en donner un autre exemple. Vos poumons. Quand le poumon est apparu, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'époque où les premiers poissons sont sortis de l'eau. Les premiers poissons ont inventé le poumon, parce que les branchies, ça fonctionne que dans l'eau. Et donc, les premiers poumons sont apparus chez ces êtres qui sont nos ancêtres, hein, les premiers tétrapodes. Et ces poumons avaient pour objectif de créer une surface d'échange entre le sang, avec l'hémoglobine, et l'air. Seulement, un poisson ne peut pas développer une surface de feuilles comme un arbre, parce que là, il aurait du mal à avancer dans l'eau. Et donc, le poisson a trouvé une méthode beaucoup plus efficace, c'est de développer une surface à l'intérieur du corps en faisant un fractal. Alors, vos poumons, c'est un magnifique fractal. Vous avez des bronches, des bronches plus petites, des bronchioles, des alvéoles, et tout ça se ramifie jusqu'au niveau le plus bas et développe une surface qui est, pour vos poumons, l'équivalent d'un terrain de volley. Voilà, vous avez dans votre cage thoracique un terrain de volley, une surface d'un terrain de volley sur lequel, à chaque respiration que vous faites, s'échange de l'oxygène avec le sang. Vous voyez, ce que la nature crée, c'est absolument incroyable. Donc, je vous ai présenté l'ensemble de Mandelbrot, je vous présente le chou romanesco. Le poumon, c'est aussi compliqué que tout cela. Et c'est une forme naturelle, finalement. C'est toujours du complexe qui se fait à partir du simple. Comment ça se fait dans le poumon? Dans le poumon, il y a des gènes qui font multiplier les bronchioles. Les bronchioles, donc vous avez une bronchiole qui se subdivise, ça se subdivise. C'est un gène ou plusieurs gènes, hein, qui fabriquent ces subdivisions. Et puis, à force de subdiviser, à la fin, il y a une limite physique. C'est que le poumon ne peut pas croître indéfiniment, donc ce processus s'arrête à un moment donné. Et quand il s'arrête, vous avez la taille d'un terrain de volley dans votre cage thoracique. Les nuages, c'est un autre type de fractal. Bon, c'est pas une surface de contact là. Et pour vous évoquer ce que c'est, je dirais simplement une chose. Quand vous étiez enfant, et ça vous arrive peut-être en étant adulte, il vous arrive de regarder les nuages parce que vous y reconnaissez des formes. Vous voyez la tête d'un monsieur barbu, ou vous voyez une forme de champignon atomique, vous voyez la forme d'un arbre. On voit des choses dans le nuage. Et ça, c'est parce que le nuage est une structure très dense en volume, et qui est fabriqué par les gouttes d'eau, et c'est aussi un fractal. Alors, je vous le disais, dans un fractal, vous avez souvent de l'autosimilarité,
mais ce n'est pas une règle absolue. Dans le chou romanesco, c'est parfaitement de l'autosimilarité. Si vous prenez un petit cône et vous comparez au grand cône, vous avez exactement la même image. Mais ce n'est pas forcément toujours vrai. Par exemple, dans le cas d'un nuage, ce n'est pas le cas. Bon, maintenant, je vais passer très vite sur la physique, mais c'est pour vous dire que les fractales sont très courantes en physique. Le mouvement brownien, qui a été décrit en 1906 par Einstein, vous savez, c'est ce circuit que fait une particule une molécule dans l'air, par exemple. Elle décrit un circuit erratique. Ben, c'est un fractal. Les phénomènes de diffusion, si vous mettez une goutte d'encre sur un buvard, vous mettez une goutte d'encre et vous regardez au microscope comment l'encre se répand, c'est un phénomène de diffusion. Elle se répand un petit peu partout en faisant des branches, justement. Les phénomènes de corrosion, les phénomènes de percolation, tout ça sont des fractales. Alors maintenant, revenons sur ces champs de vision. Et comme je vous ai présenté un champ de vision, je vous ai dit que notre champ de vision, grâce aux instruments, représentait 45 ordres de grandeur, hein, c'est-à-dire 45 multiplications par 10, eh bien, on peut se poser une question. Il y a une limite la plus basse qui est dans nos accélérateurs de particules, il y a une limite la plus haute qui est l'univers le plus lointain, il y a 13,8 milliards d'années-lumière. Mais on peut se poser une question. Est-ce que ce sont des véritables limites? Est-ce qu'il ne peut rien y avoir au-delà? Ou bien est-ce qu'il y a autre chose? Donc, existe-t-il réellement un minimum et un maximum à nos observations? Alors, si on parle des plus petites dimensions, aujourd'hui, c'est un accélérateur de particules qui nous donne ces petites dimensions. Alors, vous vous doutez que le LHC de Genève sera un jour remplacé par un appareil encore plus puissant. C'est déjà dans les cartons, hein, ça se prépare, mais il va falloir des dizaines d'années. Alors, le jour où on aura un accélérateur de particules plus puissant, on verra plus petit. Donc, on pourra aller plus loin. Mais le problème, c'est, y a-t-il une limite? Alors là, il y a une limite, oui. Il y a une limite théorique qui est ce qu'on appelle la longueur de Planck. Peut-être vous rappelez-vous, lorsque j'ai parlé du Big Bang, je vous disais, lorsqu'on remonte dans le passé, l'univers est de plus en plus petit, et à un moment, il devient ponctuel. Et je vous avais dit ponctuel, oui, mais nous ne savons pas, nous ne connaissons pas le tout début du Big Bang parce que nous ne pouvons pas voir au-delà d'une toute petite dimension qui s'appelle la longueur de Planck. Nous ne pouvons non seulement pas voir, mais même pas imaginer ce qu'il y a avant. C'est un mur, on parle du mur de Planck, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que nos deux théories qui sont aujourd'hui la base de la physique, c'est la mécanique quantique et la relativité générale. Eh bien, ces deux théories ne fonctionnent plus lorsqu'on arrive à la longueur de Planck. Il s'agit donc d'une limite théorique, c'est-à-dire que l'outil mathématique que nous utilisons ne fonctionne plus à une certaine distance. En fait, le nom qu'on utilise pour ça, c'est épistémologique. C'est une limite épistémologique. C'est-à-dire que c'est une limite qui est liée aux modèles mathématiques que nous utilisons. Ils ont une limite, nos modèles. Mais la réalité a-t-elle une limite? C'est la question que je vais poser après. Donc, nous avons une limite épistémologique qui n'est pas forcément infranchissable, puisque, vous savez, aujourd'hui, il y a des théories comme la théorie des cordes ou la théorie de la gravité en boucle, qui sont des théories qui essayent d'aller plus loin que la mécanique quantique et de décrire finalement des objets plus petits. Donc, ces théories, pour l'instant, n'ont pas débouché. Hein. Je ne parierai pas sur leur succès d'ailleurs, mais si elles débouchent un jour ou si une autre débouche, nous pourrons imaginer des choses plus petites. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas imaginer, qui que ce soit ne peut pas imaginer quoi que ce soit en dessous de la longueur de Planck. Elle est très petite, hein, c'est 10 puissance moins 35 mètres, c'est-à-dire que là, il faut 35 divisions par 10 pour arriver à la distance de Planck.
Et maintenant, si nous allons vers l'infini, l'infiniment grand, y a-t-il une limite? Eh oui, là, il y a une limite qui s'appelle la limite de l'univers observable. Alors, je reviens sur les conférences du début, sur l'univers. Je vous disais que l'univers est en expansion. Je vous disais aussi que Hubble avait découvert que plus une galaxie est lointaine, plus elle s'échappe rapidement. Alors, les galaxies proches s'éloignent doucement, puis après elles s'éloignent plus vite, et puis de plus en plus vite, plus en plus vite. Vous pouvez concevoir qu'à un certain moment, la galaxie s'éloigne à la vitesse de la lumière. Et si elle s'éloigne à la vitesse de la lumière, comment pourrait-elle vous envoyer de la lumière? Impossible. Elle part à la vitesse de la lumière, elle vous envoie de la lumière à la vitesse de la lumière, ça ne marche plus. Donc, lorsqu'on s'éloigne et qu'on arrive à une dimension telle que la vitesse d'échappement des galaxies arrive à la vitesse de la lumière, c'est une limite infranchissable. Voilà, on ne peut pas voir au-delà. Il y a donc une bulle autour de nous qui est le maximum qu'on puisse observer. Et on pourrait faire tous les satellites, les télescopes spatiaux que l'on veut. On ne peut pas. C'est une impossibilité qui est due à l'expansion de l'univers. Alors on appelle ça l'univers observable. Il se situe à peu près à 15 milliards d'années-lumière de nous. Donc voilà les deux limites. La première est une limite épistémologique et la deuxième est une limite dans ce que nous pouvons observer, une limite qui tient à la vitesse de la lumière. Mais la question que j'avais posée au début reste toujours là. Y a-t-il quelque chose après, derrière? Alors là, oui, tout à l'heure, je vous parlais de 45 ordres de grandeur pour notre champ de vision. Aujourd'hui, avec nos instruments, là, si on prend ces deux limites, ça repousse le champ à 62 ordres de grandeur, 62 multiplications par 10. Alors, question, y a-t-il quelque chose derrière? Eh bien là, suspense, je ne vous donne pas la réponse. Là, voilà, non, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse parce que comme on ne sait pas, même, je vous dis même que conceptuellement, on ne peut pas imaginer ce qu'il y a derrière, donc il n'y a pas de réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que chacun donne sa réponse. En tout cas, moi, j'appelle ça, comme Hubert Reeves, j'aimais bien son expression, les terras incognitas. Rappelez-vous, les explorateurs Vasco de Gama, Magellan et autres qui découvraient les continents, ils dressaient des cartes. Chaque fois qu'ils découvraient un continent, ils dressaient une carte de la côte, mais ils ne connaissaient pas l'intérieur, parce que l'intérieur, il fallait l'explorer. Alors, les cartes de l'époque étaient un peu comme cette carte. Vous aviez des zones qui avaient été explorées. Donc là, on voit bien des montagnes, on voit bien de la végétation, etc. Et puis, il y a d'autres zones qu'on n'avait pas explorées. Par exemple, le Canada était totalement inexploré à l'époque où on a fait cette carte. L'Antarctique était complètement inexploré. Et donc, on voit juste la limite. On voit la limite du continent et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous avons la limite de Planck au plus bas. Nous avons la limite de l'univers observable au plus haut. Et ce qu'il y a derrière, terra incognita. Ça n'a jamais été exploré et nous n'avons pas le moyen aujourd'hui de l'explorer. Alors maintenant, je vais vous donner mon idée personnelle parce que si je vous dis qu'il n'y a pas de réponse, ça veut dire aussi que chacun a sa réponse. Donc moi, je vais vous donner la mienne, mais je me garderai bien de vous dire que c'est la bonne réponse. Alors moi, ma réponse, c'est qu'il y aura toujours quelque chose de plus petit. On n'y a pas accès, mais il y a d'autres choses dans les dimensions petites et dans les dimensions grandes. Alors sur quoi je m'appuie? J'énonce un principe qui est ce que j'appelle le principe d'équivalence des échelles. Là, nous avons parlé des échelles. Nous avons parlé de l'échelle de la galaxie, l'échelle de l'être humain, le mètre, l'échelle de la cellule ou l'échelle de l'atome. Eh bien, je dis que parmi toutes ces échelles, aucune n'est privilégiée. Elles sont toutes autant de valeur l'une que l'autre. Par exemple, moi, je mesure les choses en mètres. Pourquoi? Parce que je suis un homme. Si j'écarte mes deux bras, ça fait 1 mètre. Mais une baleine, par exemple, si elle voulait mesurer les choses, elle prendrait à tous les coups un étalon de 10 mètres. On pourrait mesurer l'univers en utilisant comme étalon
la taille du proton. On pourrait aussi mesurer l'univers en prenant comme étalon la taille de la galaxie. La taille de la galaxie ou la taille du proton, laquelle est meilleure? C'est purement arbitraire. Et nous utilisons le mètre parce que c'est notre dimension. Donc, aucune dimension n'est privilégiée. La nature ne privilégie aucune dimension. Si vous reprenez l'échelle de tout à l'heure, où vous aviez tous les objets qui remplissent les échelles depuis la particule jusqu'à l'univers, vous n'avez pas un endroit privilégié. Vous ne pouvez pas me dire tel ou tel endroit est privilégié. En fait, le seul qui est privilégié pour nous, c'est le nôtre, c'est notre échelle à nous, bien sûr. Mais ça, c'est anthropomorphique. Donc, le principe d'équivalence des échelles dit qu'il n'y a aucune échelle qui joue un rôle particulier dans l'univers. Ce principe rappelle un principe qui est connu et accepté tous les jours, qui est le principe cosmologique d'Einstein. Einstein nous a dit que l'univers était homogène et identique dans toutes les directions, que nous habitions une galaxie tout à fait courante, il y en a des centaines de milliards autour de nous, que dans cette galaxie, nous occupions un système planétaire autour d'une étoile tout à fait lambda, comme il en existe des milliards de milliards, et que nous étions dans une banlieue quelconque de la galaxie, voilà, dans un endroit qui n'a rien de particulier. Donc, nous sommes dans un endroit quelconque de l'univers, il en existe partout, identique. Et donc, le principe cosmologique d'Einstein, qui vient évidemment en contradiction avec toute notre histoire d'Aristote, l'histoire de Galilée, à l'époque où Galilée disait non, le centre du monde n'est pas sur Terre, il se trouve, Galilée et Copernic avant lui, il se trouve sur le Soleil. Vous voyez, si vous oubliez tout ce passé, eh bien, on a toujours pensé qu'il y avait un endroit privilégié, on a toujours pensé qu'il y avait une dimension privilégiée. Ben non, Einstein nous dit non, nous sommes dans un endroit quelconque. Ben moi, je dis la même chose des échelles. Notre échelle, le mètre, est une échelle quelconque. Il en existe plein de plus petites, plein de plus grandes, et aucune ne joue un rôle particulier. Alors, le corollaire, c'est que si aucune échelle ne joue un rôle particulier, pourquoi y aurait-il une échelle inférieure? Pourquoi y aurait-il une échelle supérieure? Ce seraient des échelles qui joueraient un rôle particulier. Donc, à mon avis, mais c'est une pétition de principe, hein, à mon avis, il n'y a pas de limite. Simplement, nous avons une limite maximum qui est due à la vitesse de la lumière, et donc il y a une partie de l'univers qui nous est opaque. Et voilà, c'est comme ça. Et puis, nous avons une échelle minimum que j'avais qualifiée d'épistémologique, c'est-à-dire qu'elle est liée non pas à la nature et à la réalité des choses, elle est liée à nos modèles. Et là, j'embraye sur un thème qui m'est favori, c'est que le physicien ne traite pas de la réalité. Le physicien traite de modèles de la réalité. Il a mathématisé des modèles, il a fabriqué des concepts et il joue avec ces concepts. Et pendant longtemps, on a assimilé ces concepts à la réalité. Quand Galilée expliquait la chute des corps, on voyait bien que son équation reflétait bien la chute d'un corps. Donc, équation de Galilée, la réalité, tout ça, c'était la même chose. Mais ceci a volé en éclats avec la mécanique quantique, parce que dans la mécanique quantique, on commence à trouver que les modèles deviennent totalement contre-intuitifs. On ne voit plus où est la réalité. Et cela crée des paradoxes. Alors, Einstein n'admettait pas cela. Pour lui, la physique avait pour but de dépeindre la réalité le plus fidèlement possible. Et Niels Bohr, qui était son adversaire amical, hein, mais son adversaire en mécanique quantique, lui disait non. Non, ce que vous donne la physique, ce sont des modèles, ce n'est pas la réalité. Et moi, j'ajoute qu'un des grands défauts des physiciens, c'est de confondre trop souvent la réalité et leur modèle. Alors, si je reviens à cette limite du mur de Planck, je dis qu'elle est épistémologique.
elle correspond au modèle qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons réussi à fabriquer, relativité générale, mécanique quantique. Mais si un jour nous avons de meilleurs modèles, et ça viendra certainement, eh bien, cette limite épistémologique reculera tout d'un coup d'un cran. Voilà. Bon, c'est un peu de la discussion sur le sexe des anges, hein, parce que là, on est dans des dimensions qu'on ne peut pas voir. Et donc, ce que je vous dis est conceptuel et un peu hypothétique. Alors maintenant, nous entrons un peu dans la construction du monde, qui va être l'objet de plusieurs chapitres après. Comment se construit le monde? Vous le savez, on avait parlé de cela, tout autour de nous, tout se construit à partir de 4 forces. 4, pas une de plus, pas une de moins. Ça aussi, c'est extraordinaire, parce que je pourrais vous dire qu'il y a 358 forces, ou bien 2100. Il y en a 4. Et toute la complexité de l'univers se fabrique avec 4 forces seulement. Alors, je vous rappelle lesquelles sont ces 3 forces et quelles sont leurs caractéristiques. D'abord, la force de gravitation. La force de gravitation, c'est elle qui sculpte l'univers. Je vous ai parlé des galaxies, des étoiles, du système solaire. Tout ça obéit à la loi de Newton ou bien aux lois de la relativité générale. Et c'est la force de gravitation. Bon. Là, maintenant, en m'écoutant, vous êtes assis dans un siège. Si vous êtes retenu par ce siège, c'est parce que la force de gravitation de la Terre vous attire vers le bas. S'il n'y avait pas l'attraction de la Terre, vous seriez comme Thomas Pesquet, vous vous envoleriez dans la pièce vers le plafond. Donc, si vous êtes aujourd'hui assis, c'est parce qu'il y a cette force de gravitation. Et en même temps que je vous dis ça, vous découvrez une caractéristique de la force de gravitation, elle est très faible, très faible. Effectivement, réfléchissez, si vous pesez 60 kilos, ça veut dire que la Terre vous attire vers le bas avec une force de 60 kilos. Bon, 60 kilos, pour vous, c'est beaucoup. Si vous devez soulever une personne de 60 kilos, ce n'est pas évident. Mais réfléchissez. Pour exercer sur vous 60 kilos de force de gravitation, il faut l'ensemble de la masse de la Terre. C'est l'ensemble de la masse de la Terre qui crée sur vous l'attraction qui vous tient sur votre chaise. Vous voyez donc que c'est une force extrêmement faible. Il faut une masse absolument gigantesque pour créer simplement 60 kilos de force. D'ailleurs, quand vous voyez un déménagement où on a mis un treuil et on soulève un piano de 300 kilos, il suffit d'un petit moteur de 20 cm pour soulever un piano. Ça, c'est la force électrique, c'est la suivante. Vous voyez, donc la force électrique est beaucoup plus intense que la force de gravitation. Un petit moteur de 20 cm permet de lutter contre la gravitation sur le piano exercée par l'ensemble de la Terre. Vous voyez le rapport de force. Alors, donc la gravité est une force extrêmement ténue, mais elle a une grande qualité, c'est qu'elle est infinie dans sa portée. C'est-à-dire que même de façon très ténue, nous ressentons la gravité des autres étoiles qui se trouvent aux confins de la galaxie. Donc, tout ce qui est dans la galaxie est influencé par la gravité des autres astres. Tout est lié par la force de gravité. On dit que les étoiles de la galaxie sont gravitationnellement liées, elles sont toutes attirées les unes par les autres, et c'est ce qui fait la forme de la galaxie. Voilà, donc je termine sur la gravitation en disant que c'est une force qui est très ténue, mais qui est de portée infinie, et c'est pour ça que c'est elle qui sculpte le cosmos. Tout ce que vous voyez dans le cosmos à grande échelle, à gros grains, je disais tout à l'heure, est sculpté et fabriqué par la force de gravitation. Alors, si maintenant nous entrons dans le domaine microscopique, nous avons les 3 autres forces. La première, c'est la force électromagnétique. Elle était en jeu dans le treuil, dans le moteur électrique dont je vous parlais, mais elle est surtout en jeu dans la chimie.
En fait, toute la chimie repose sur les forces électriques. Bon, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, avant de passer à table, vous allez vous laver les mains, mettez un peu de savon. Le savon va se lier aux graisses, les graisses vont se dissoudre dans l'eau, etc. Ben ça, c'est la force électromagnétique qui fait cela. C'est le fait que les molécules de savon ont une tête qui se colle aux graisses et ont une queue qui se colle à l'eau. Et tout ça, c'est électrique, c'est le jeu des forces électriques. Donc, tout le fonctionnement de votre corps, le métabolisme, tout ça repose sur la chimie et sur les forces électriques. Donc, ce sont des forces beaucoup plus élevées que la gravité, mais d'une portée très faible. En fait, dans la chimie, bah, ça joue à l'échelle des molécules. Voilà. Alors, il existe deux autres forces que vous ne voyez pas. Ce sont les forces nucléaires. Vous ne les voyez pas parce qu'elles elles sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus fortes que les deux autres, beaucoup plus fortes, mais elles ont une portée extrêmement faible, de sorte qu'elles ne jouent qu'à l'intérieur du noyau des atomes. À l'intérieur des noyaux, si vous pouviez aller voir, là, vous verriez cette force nucléaire. Mais dans la vie courante, vous ne la voyez pas, sauf deux choses, deux phénomènes qui, malheureusement, sont aujourd'hui redevenus à la mode depuis quelques mois, les centrales nucléaires et les bombes atomiques. Et là, on en parle beaucoup maintenant depuis quelques mois. Là jouent les deux forces nucléaires. Mais ce sont les deux seuls objets courants, je dirais, qui existent dans la nature pour nous. Ce sont les deux seuls objets où on puisse parler de force nucléaire. Dans tous les autres cas, la force nucléaire est cachée, dissimulée au centre du noyau. Voilà, donc pourquoi je vous parle de ces quatre forces et surtout pourquoi vous ai-je parlé à chaque fois de leur intensité et de leur portée, leurs deux caractéristiques? C'est parce que, on le verra plus tard, toute la complexité du monde repose là-dessus. Les objets et les phénomènes complexes proviennent de ces quatre forces et proviennent de leurs différences. Ces grandes différences, je vous ai parlé vraiment de forces très, très ténues comme la gravité, de forces très puissantes comme les forces nucléaires. Ces grandes différences font que la nature va créer des assemblages, on appellera ça l'auto-assemblage, d'atomes, de molécules, de corps de rochers, d'êtres humains, d'êtres vivants, de galaxies, etc. Et tout cela provient en fait d'équilibre entre ces forces. Parce que quand vous observez un phénomène quelconque, en général, il y a deux de ces forces qui s'équilibrent, qui sont en interaction et qui s'équilibrent. Alors, je vous en donne trois exemples. Je vous disais que dans ces conférences, nous allons sauter allègrement d'une échelle à l'autre. Et bien là, nous allons parler de l'échelle des noyaux, de l'échelle des cellules et de l'échelle des étoiles. Vous voyez, on passe d'une échelle à l'autre très facilement. D'abord, les noyaux atomiques. Vous savez que dans un noyau atomique, vous avez des protons. Ces protons sont tous chargés positivement. Et vous savez que deux charges positives se repoussent. Et donc, normalement, un noyau atomique devrait exploser parce que tous ces protons veulent se fuir l'un l'autre parce qu'ils ont tous la même charge. Eh bien, s'ils n'éclatent pas, s'ils ne se décomposent pas, c'est parce qu'il y a les forces nucléaires. Et les forces nucléaires les tiennent entre eux. C'est donc un équilibre, vous voyez, entre force nucléaire, force électrique. C'est cet équilibre qui fait les noyaux et les atomes, finalement. Les cellules. Une cellule de votre corps est en équilibre permanent. Bon, on pense souvent que la cellule, elle est guidée par le génome. On se dit c'est le génome qui commande tout. Faux. Faux. On s'aperçoit maintenant de plus en plus que, certes, le génome a une importance extrêmement grande, mais beaucoup plus que le génome, ce qui détermine ce qu'est une cellule et ce qu'elle fait, c'est en grande partie des pressions, c'est-à-dire ce qu'elle perçoit des autres.
Alors, vous avez des pressions osmotiques, c'est-à-dire quand il y a un produit chimique qui est en plus grande concentration d'un côté de la membrane et de l'autre, ça crée une pression qu'on appelle osmotique. Vous avez des pressions mécaniques, je vais vous en donner un exemple bientôt, et vous avez des tensions superficielles, les membranes sont en tension. Vous avez beaucoup de répulsion qui s'explique par les molécules hydrophobes, hydrophiles. Tous les tissus vivants reposent sur ces molécules hydrophobes et hydrophiles. Je vous disais que le savon était hydrophile dans une de ses extrémités, dans une extrémité de sa molécule, et hydrophobe dans l'autre. Alors, la partie hydrophile se lie à l'eau, la partie hydrophobe se lie à la graisse, et c'est ça qui vous permet de vous laver les mains. Mais tout votre corps, et surtout toutes les membranes de vos cellules, fonctionnent sur ce principe. Il y a des molécules hydrophobes, d'autres qui ont tendance à fuir l'eau et à se regrouper, et des molécules hydrophiles qui ont tendance à se diluer dans l'eau. Et tout ça crée un équilibre à base de forces qui sont des forces électriques. Alors, je vous donne un exemple. En bas, vous voyez des cellules. Eh bien, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui fait qu'un arbre pousse verticalement? C'est curieux. Pourquoi? Bon, il perçoit peut-être ce qu'est la verticalité, mais pourquoi pousse-t-il droit? C'est une question amusante. Alors, je vais vous donner la réponse. La réponse, c'est que quand il pousse, les molécules, les cellules qui forment la tige sont collées les unes aux autres. Les cellules que vous voyez là sont des cellules animales. En fait, dans l'arbre, les cellules ont une paroi plus rigide et elles se disposent un peu comme les briques d'un mur. Elles sont rigides parce qu'il y a de la cellulose. C'est ça qui fait la rigidité du bois. Donc, elles sont calées les unes contre les autres, un peu comme les briques d'un mur. Alors maintenant, pensez à un arbre. Et cet arbre, eh bien, il a tendance à tomber d'un côté. Que se passe-t-il? S'il a tendance à tomber d'un côté, eh bien, la pression du côté où il tombe, ça va serrer les cellules et donc elles vont recevoir une pression. Il existe un gène dans l'arbre qui fait que quand une cellule reçoit une pression, elle réagit. Elle réagit comment? Elle réagit en fabriquant du sel. Et comme elle fabrique du sel, elle attire l'eau et donc elle gonfle. La cellule, à ce moment-là, va gonfler. Et que vont faire toutes ces cellules qui ont été serrées parce que l'arbre tombait? Elles vont contrebalancer la chute de l'arbre et elles vont redresser l'arbre uniquement par la pression osmotique. L'arbre va pencher. Alors imaginez que maintenant, il se met à pencher de l'autre côté. Eh bien, ce sont les cellules de l'autre côté qui, recevant une pression nouvelle, vont fabriquer du sel et grossir et exercer une pression. Et vous voyez comment le jeu de ces pressions explique qu'un arbre pousse droit. Alors, ce n'est pas toujours parfait. Hein. Quand il y a du vent, ils finissent par être un peu penchés. Mais c'est ça qui explique que tous les végétaux poussent droit. Ce sont des questions de pression entre les cellules. Donc, je vous donne cet exemple pour vous dire que finalement, tout ce que vous voyez autour de vous est en général le résultat d'équilibre entre différentes de ces quatre forces. Troisième exemple, les étoiles. Alors, les étoiles, on l'avait vu, les étoiles, c'est un équilibre extraordinaire. Qu'est-ce qui crée une étoile? C'est la gravitation qui pousse toute la matière à s'effondrer. Et donc, s'il n'y avait que la force de gravitation, la matière s'effondrerait de plus en plus vite, ça deviendrait de plus en plus chaud, ça s'effondrerait et ça ferait un trou noir. Donc, si il n'y avait que la force de gravitation, il y aurait partout des trous noirs. La matière se serait effondrée en trous noirs. Mais ça n'est pas possible parce qu'il y a des réactions nucléaires qui s'allument dans la matière. Quand la matière s'agrège, elle devient de plus en plus chaude et il y a des réactions nucléaires qui créent une explosion nucléaire. Et c'est cette explosion nucléaire
qui contrebalance l'implosion due à l'effondrement de la gravitation. Vous avez donc une implosion d'un côté, une explosion de l'autre, et le grand miracle auquel nous devons la vie, c'est que ces deux phénomènes, implosion-explosion, s'équilibrent. Et non seulement s'équilibrent, mais font un équilibre extrêmement stable, puisque une étoile comme le Soleil a déjà duré plus de 4 milliards d'années et va encore durer 4 autres milliards. Donc, c'est un équilibre extrêmement stable auquel nous devons la vie. Oui, nous sommes issus des premières bactéries qui datent de 4 milliards d'années. C'est grâce au Soleil et grâce à la longévité du Soleil. Vous voyez, donc, pratiquement tout ce que vous avez autour de vous naît des équilibres de ces quatre forces qui ont je l'ai dit tout à l'heure, des intensités très différentes et des portées très différentes. C'est l'équilibre il y a toujours deux forces, parfois trois, mais il y a toujours au moins deux forces qui s'équilibrent pour fabriquer quelque chose qui est stable, quoi. Voilà, nous arrivons maintenant vers la fin. Alors, moi, je conclurai en disant que l'univers est fractal, vous l'avez compris, vous avez vu ce qu'était un fractal, vous avez vu beaucoup d'exemples, et l'univers est un magnifique fractal. Et quand je dis magnifique, c'est qu'il est très beau. Alors, voici la photo ici que je vous engage à regarder sur Internet. Ce sont les photos faites par James Webb sur le nuage de Magellan, que nous voyons maintenant avec des détails beaucoup plus fins qu'avec Hubble. Et c'est tout à fait magique, quoi. C'est très beau. Alors, bon, les couleurs sont recomposées, hein, on joue sur les fréquences, mais les couleurs artificielles que vous voyez là correspondent quand même à une réalité, c'est-à-dire qu'elles correspondent aux fréquences lumineuses qui sont reçues. Elles ont simplement été changées, qu'on a changé les fréquences. Et maintenant, nous n'avons plus le commandant Cousteau ni Harun Tazieff, mais nous avons Hubble et James Webb qui nous donnent tous les mois de nouvelles rations de magnifiques photos. Et puis, nous avons la même chose en biologie. Ça intéresse peut-être un peu moins le grand public, mais en biologie, il y a des concours de photos de biologie où on voit des magnifiques cellules ou bien les organelles, les organites des cellules. Et tout cela est absolument magnifique. Alors ici, dans le domaine du vivant, j'ai mis ici une méduse que je trouve particulièrement belle parce que ça montre bien comment la nature fabrique la beauté et comment cet univers que j'appelle fractal, finalement, est fait pour nous présenter une infinie beauté. Et c'est bien ce qui est intéressant quand on étudie tout ça. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette première conférence. Et la prochaine sera un petit peu plus technique. Je traiterai d'un sujet qui est pourquoi la physique peine-t-elle à décrire les structures les plus complexes et tout particulièrement le domaine du vivant. Bien oui, la physique finalement peut vous paraître très complexe, mais la réalité c'est qu'elle plafonne. Dès qu'on est dans un niveau de complexité comme celui du vivant ou même celui d'une galaxie, la physique traditionnelle n'y arrive plus. En fait, la physique, elle a été construite pour décrire des choses assez simples. Alors, les physiciens qui entendront cette conférence m'en voudront peut-être, mais évidemment, je ne dis pas que quand on est un prix Nobel de physique, on fait des choses simples. Bien sûr, la physique est complexe, mais elle ne décrit pas les choses les plus complexes comme les êtres vivants. Et donc, nous verrons à l'avenir, dans les prochaines conférences, nous verrons un certain nombre de clés de compréhension qui viendront, je dirais, suppléer la physique et qui nous permettront de comprendre ce que la physique n'explique pas. Et pour cela, je vais vous montrer la fois prochaine les limites de la physique. Je vous montrerai où s'arrêtent les possibilités offertes par la physique. Voilà. Eh bien, écoute, Michel, nous allons te quitter et te souhaiter un repos de fin d'année bien mérité après nous avoir enchantés comme ça toute l'année. Bonne fête de fin d'année à tous.